Quoi de neuf, les gars? Bienvenue dans le 11e épisode de Private Lesson. Cette semaine, nous travaillons avec Daniel, avec qui j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises. Daniel vient juste d'être scolarisé à la maison, pour pouvoir vraiment tenter le coup pendant quelques années. Donc, je vais travailler un peu avec lui. Je suis sûr que nous aurons beaucoup de vidéos de Daniel. Il s'agit de l'un des plus longs épisodes de leçons particulières, d'une durée d'environ 25 minutes. Je ne sais pas trop pourquoi cette vidéo est si longue. Peut-être que j'ai été paresseux dans mon montage. Quoi qu'il en soit, cette vidéo contient beaucoup d'informations, alors essayez de la regarder jusqu'au bout. Comme toutes ces vidéos, oui, elles couvrent beaucoup de choses similaires, mais chaque situation est différente, et vous pouvez apprendre de chaque situation dans laquelle ces personnes se trouvent. Je remercie rapidement tous mes abonnés. Je viens d'atteindre les 15 000, et je devrais être à 20 dans peu de temps. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, avant de regarder cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Et une fois la vidéo terminée, les gars, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Et dans l'heure ou les 2 heures qui suivront la publication de cette vidéo, j'essaierai certainement de répondre aux questions de tout le monde. Donc, oui, commentez ci-dessous, likez, abonnez-vous, toutes ces bonnes choses. Et une dernière chose, cliquez sur le lien ci-dessous si vous voulez obtenir le t-shirt de l'édition limitée de février. Il reste certainement quelques tailles, on en a vendu pas mal, mais je suis sûr qu'il nous reste à peu près toutes les tailles disponibles. Alors, achetez-les. Super doux, super confortable. Et, ils ne seront en vente qu'en février. Alors, merci les gars. Apprécié. Aujourd'hui, nous sommes ici à Tomahawk MX avec Daniel. Daniel est de quelqu'un avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, je crois. Nous avons eu des hauts et des bas. Il a été assez cohérent avec l'ensemble de mon programme. En fait, il vient d'être scolarisé à domicile. Il vient d'acquérir un Smart Trainer et Zwift pour les vélos. Nous allons donc nous entraîner en ligne via le Smart Trainer et ce programme. Nous pourrons ainsi rester en contact. Aujourd'hui, je vais juste lui demander son avis et voir quels sont ses objectifs pour l'année ou les 2 années à venir. Je pense qu'il a l'intention de faire l'école à la maison pendant 1 an ou 2 au moins et de se donner à fond. Je pense que c'est intelligent. C'est un élève de 3e, très intelligent. Je suppose qu'il a eu de très bons résultats à l'école, sinon ses parents ne l'auraient pas laissé faire. C'est à peu près la même situation que j'ai connue. J'ai été scolarisé à domicile après la 3e. Et la seule façon pour mes parents de me laisser faire, c'était d'avoir des A, peut-être un B ici ou là. Mais si j'avais un C, c'était la fin du monde. L'école passait donc avant tout. Mais finalement, j'en suis arrivé à un point où, surtout au lycée, j'ai eu l'impression d'être freiné. Et c'était presque comme si c'était une perte de temps. D'un point de vue social, je m'investissais dans les courses avec tous mes amis coureurs. Ce n'est donc pas comme si je manquais l'aspect social du sport. Je pense que Daniel pourra être dans le même bateau ici. Et il sera assez intelligent pour savoir, après 1 an ou 2, si c'est quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi. Ou si c'est quelque chose qu'il veut juste faire pour s'amuser. Je pense que c'est plutôt cool. Pour l'instant, nous ne faisons que temps de base sur lui dans la matinée. Nous avons la piste pour nous seuls. Wow. Cohérent. Ok, donc il vient juste de courir un 2,49.5 et un 2,49.9. Donc, à 4 dixièmes de seconde près, sur une piste de presque 3 minutes. C'est plutôt bien. La piste est super lisse. Il fait environ 45 degrés. Nous avons eu beaucoup de pluie récemment, mais c'est en quelque sorte. J'aimerais avoir mon vélo. Ça a l'air irréel. Nous allons travailler sur la table de la ligne d'arrivée. C'est un virage serré à droite. Ce n'est pas une très grande table, mais c'est un peu délicat parce qu'on tourne vers le haut. Je pensais que c'était quelque chose que lui et moi avions beaucoup travaillé. Mais apparemment, je l'ai fait avec tous mes autres cavaliers et pas avec Daniel. Daniel m'a dit ce matin qu'il avait chuté 2 fois sur cette piste récemment. Comme vous pouvez l'imaginer, sa confiance est un peu à la ramasse. Nous allons donc essayer de le mettre en confiance sur ce circuit. Nous allons nous frayer un chemin sur la piste. Il va suivre un programme à temps plein avec moi. Nous n'allons donc pas nous précipiter pour lui apprendre 1 million de choses aujourd'hui. Nous allons simplement essayer de construire sur ce temps de base. Il faut gagner en confiance. C'est l'intersaison, nous avons donc le temps. Le meilleur endroit pour attaquer cette voiture est l'extrême droite. C'est le meilleur endroit pour décoller. C'est la plus grande lèvre. Et l'atterrissage se fait en douceur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué pendant vos tours de chauffe, mais n'importe où, au milieu et au milieu à gauche, c'est comme 2 gros rouleaux. Si vous arrivez en bas, cela ne vous affectera pas trop parce que vous pouvez très bien les absorber. Mais si vous vous retrouvez dans une situation de rebond et que vous devez maintenant faire face à des rouleaux, cela peut devenir un peu difficile. Le plus important avec ce saut, et j'ai posté des vidéos sur YouTube en travaillant avec Talon, et je pense même en travaillant avec James et quelques autres gars sur ce même saut, c'est qu'il faut être le plus droit possible. Même si vous vous retrouvez à Carver, à remonter le bas de la face, essayez vraiment de faire tout ce que vous pouvez pour que le milieu de vos pneus soit au sol lorsque vous décollez. Je ne pense pas que vous ayez encore le niveau pour le faire. Les situations du supercross et de l'outdoor où les meilleurs gars font des sauts,
saute comme s'il tournait encore à la sortie du virage. Mais beaucoup de choses peuvent mal tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous contrôlez bien l'accélérateur, vous ne savez jamais quand ces pneus vont se détacher ou quand vous allez attraper une arête et attraper la traction et le secteur dans l'autre sens. Ce qui arrive à beaucoup de gars sur cette piste. Vous verrez qu'ils se diront « Oh, je glisse ». Et l'instant d'après, ils se font botter dans l'autre sens. Si tu peux juste avoir la partie plate ou la partie supérieure de tes pneus aussi verticale que possible, c'est plus sûr. Nous travaillons donc avec un angle droit de 90 degrés. Il y a un rouleau à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y a pas de rouleau. Le décollage est plutôt doux. Je pense que c'est ce qui pose problème aux gens, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pop. Il s'agit d'une table, mais elle commence à se transformer en un peu de double. Il faut donc garder à l'esprit que la zone de rebond est assez bonne. Et c'est là que les gens ont des problèmes. Ils atterrissent ici, et ils finissent par rebondir sur l'atterrissage. Et vous pouvez voir que cela provoque presque un autre rouleau à mi-chemin. Je lui ai donc dit que la meilleure partie du décollage se trouve à droite. Le pilote est à droite. La meilleure partie de l'atterrissage est à droite. Regardez comme c'est mieux que ça. La plus grosse erreur que font les riders lorsqu'ils sont nerveux à l'idée de sauter un obstacle, c'est de s'approcher et d'hésiter, puis de s'engager à la dernière seconde à le faire. Il faut s'engager très tôt à faire quelque chose. Et je sais que je l'ai déjà dit dans 1 million de vidéos, mais il faut simplement continuer à s'engager. Faites le virage à 100% de vitesse et d'effort. Et si vous réussissez parfaitement le virage, c'est super, le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à maintenir cette vitesse à la sortie du saut. Si vous ratez le virage, d'accord. Maintenant, nous prenons la décision dans notre tête, d'accord. Peut-être que ce n'est pas le bon tour pour le faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre le virage lentement et prudemment. Et vous savez quoi? Je fais la même chose. Je me suis surpris à le faire ce week-end. C'est une façon parfaite de l'expliquer. Après les 2 sections de whoop, il y a eu le virage dans le sable. Et puis il y a eu le triple du sable. J'étais tellement nerveux à l'idée d'essayer de faire le bon virage dans le sable pour obtenir le triple que j'ai gâché le sable parce que j'étais trop prudent. Les tours que j'ai faits étaient bons. Je peux dire qu'il est nerveux. Les tours où j'ai réussi à faire un triple-double comme je devais le faire sont ceux où je me suis dit « Et puis merde, je vais frapper le sable avec agressivité et je m'occuperai du triple plus tard. » Aussi stupide que cela puisse paraître, ce sont les tours où j'ai tué le sable, puis je suis sorti et le triple a simplement consisté à poursuivre cet engagement et cette vitesse, et c'était facile. Les fois où je suis allé dans le sable, où j'étais sur la pointe des pieds et où je ne pensais qu'au triple, c'était les tours où je l'ai raté et où j'ai dû faire 2-3 ou 2-2-1 à l'intérieur, qui étaient tous deux des options plus lentes. Vous pouvez donc voir que Daniel est sur la pointe des pieds dans ce virage en ce moment parce qu'il est tellement préoccupé par le saut, ce qui est normal. Première tentative descente, mais il a pris beaucoup de vitesse à la dernière seconde. Une grande partie de sa vitesse et de son accélérateur se trouve ici, sur les 3 derniers mètres du décollage. Je pense que si vous vous concentrez davantage sur le virage et que vous vous dites « D'accord, je vais vraiment attaquer ce truc avec agressivité, appuyer sur l'accélérateur tôt, prendre de la vitesse tôt, la table va venir à vous et vous allez vous dire « Oh, eh bien c'était facile. » Vous n'avez pas appuyé sur l'accélérateur avant qu'il ne reste environ 2 pieds au décollage. C'est comme ça qu'on glisse. Heureusement, vous avez réussi à vous accrocher. J'étais comme ça tout le temps parce que vous arriviez un peu de travers et vous vous êtes dit « Ouais » à la dernière seconde. C'est comme ça que tu vas finir par avoir ce retour de bâton dans l'autre sens ou que tu vas lâcher les pneus et faire un 8 de cette façon. Je vous le dis tout de suite, c'est comme ça que vous aurez un accident. C'est probablement comme ça que vous avez déjà eu un accident. Puis-je vous voler ceci une seconde? Les enfants ne roulent pas sans casque. Je pense que pour gagner en confiance, il suffit de sortir de la piste, de créer une ligne, de se mettre en ligne droite, de se sentir à l'aise en prenant de la vitesse tôt, en s'engageant tôt et en ayant la sensation au creux de l'estomac de ce que c'est que de passer le saut. Ensuite, vous devriez être en mesure de vous programmer pour que cela se produise dès le virage. Cette moto est suffisamment rapide pour le faire non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur et du virage, et pour prendre l'angle correctement. Tu es tellement hésitant en ce moment parce que je peux voir que tu es nerveux. Je ne l'ai pas dégagé, mais tu as pris de la vitesse. Tu as entendu mon coup d'accélérateur à la dernière seconde? Oui? J'ai maintenu, sinon j'ai décéléré un peu en sortant de la lèvre parce que j'avais la vitesse dont j'avais besoin. Je l'ai absorbé, je n'ai rien fait de bizarre au décollage. C'est comme ça qu'on gagne en confiance. J'ai atterri en plein dans la zone de rebond, mais j'ai de longues jambes et j'ai pu l'absorber. J'ai atterri en douceur et à plat. Il suffit d'atterrir dans cette ornière pour obtenir un angle droit parfait. Je l'ai frappé exactement là où je l'ai fait. Même en partant de là, vous vous fiez à toute votre accélération ici. Là où c'est plus gras, glissez un peu. Appuie sur l'accélérateur dès que tu franchis cette bosse. Appuyez sur l'accélérateur ici. Votre accélération devrait être stabilisée et maintenue à ce stade.
Vous ne devriez pas chercher à accélérer davantage après ce point. C'est assez gras. J'aurais aimé filmer ça. Cela ne rend pas justice à ce que l'on voit sur le casque. Eh bien, c'était à peu près aussi rapide. J'ai chuté. Je ne sais même pas si c'était intentionnel, mec, mais ton groupe de puissance s'est déclenché. J'ai vu que tu essayais de prendre de la vitesse et tout d'un coup, tu étais comme... Il a pris le powerband. La dernière fois, on pouvait voir qu'il était prêt et déterminé à le faire, mais la moto était... Et elle a atteint la puissance à la dernière seconde, alors qu'il n'était pas prêt. C'est très fort ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne contrôlez pas l'endroit où la moto crée de la puissance. Elle se produit là où elle veut, et c'est dangereux pour des raisons évidentes, parce que vous ne vous y attendez pas. Si vous utilisez l'embrayage et que vous l'actionnez juste un peu, c'est quelque chose qui... On ne l'utilise pratiquement que sur les deux temps. Vous pouvez contrôler l'endroit où la bande de puissance va s'enclencher. Vous êtes en train de franchir cette bosse. Je l'absorberai avec les jambes autant que possible, afin de ne pas obtenir de coups de pied sur cette bosse. De cette façon, nous pourrons mettre le moteur au sol. Dès que votre pneu arrière arrive ici, vous devriez, comme pour un démarrage, mettez la pédale d'embrayage en drapeau, créez cette puissance. Vous devriez atteindre la bande de puissance ici. Et ensuite, vous contrôlez la puissance jusqu'à l'avant. C'est un peu comme, tu vois ce que je veux dire? À la dernière seconde, ce truc décolle et tu es comme sainte vache. Je sens tout de suite le son de la moto, et c'est le même son tout au long du trajet. Ce n'est pas imprévisible. Il ne me surprend pas de nulle part. J'actionne l'embrayage juste assez pour pouvoir contrôler ce qui se passe. C'est tout. Vous comprenez le concept, n'est-ce pas? Et il ne faut pas en abuser. Vous ne prenez pas un virage en... Cela signifie que vous n'avez pas le bon rapport. Mais si vous avez besoin d'un petit coup d'accélérateur pour l'aider, la troisième vitesse est parfaite pour ce type de saut. La troisième vitesse est parfaite pour ce type de saut. C'est ce que je fais par sécurité. Surtout parce que je n'avais pas de vitesse. Je décélère en arrivant au décollage, pour être sûr de ne pas glisser. Comme la dernière fois, j'ai pris toute ma vitesse très tôt. Puis je suis arrivé au décollage et j'étais comme... bien et détendu. Comme ça, j'étais sûr que rien de fou n'allait se passer. C'est beaucoup mieux. En ce moment, la plus grande chose dans ce virage en particulier, c'est un virage serré. Savez-vous quelle vitesse vous utilisez normalement dans ce virage? La troisième vous permettra de passer ce type de virage sans problème. D'accord, prends dans le pouls. Et cela ne devrait pas prendre plus d'un tour. Vous arrivez au premier tour. Tentez votre chance, que ce soit le deuxième ou le troisième. Et vous devriez le savoir après ce premier tour, d'accord? Deuxième vitesse, je l'ai épuisé trop vite. Troisième vitesse, quel que soit le cas, trouvez-le rapidement. 2 ou 3 choses importantes. Et vous savez, coude intérieur levé, surtout jusqu'à ce qu'une ornière se forme. Et même quand vous avez formé une ornière, c'est très important. Mais vous voulez rester aussi centré et cohérent que possible. Ça a l'air d'avoir une très bonne traction. Mais tout dépend de l'endroit où l'on touche les plaques de paillis ou d'une petite tache grasse. La traction peut être imprévisible dans certaines zones. Asseyez-vous sur la partie avant du siège. Je ne veux pas que vous soyez sur votre chapeau d'herbe. Pesez vraiment sur votre pied en quelque sorte là-haut, surtout lorsque vous vous asseyez avec les deux pieds sur les chevilles. Et quand vous vous mettez debout, mettez ce poids dans votre jambe droite. Et quand vous vous asseyez, ne mettez pas ce poids dans votre derrière. Gardez ce poids dans la jambe. Même si, et en supercross, on le fait aussi beaucoup. Quand on fait des triples. Ce week-end, par exemple, on fait le saut de la ligne d'arrivée. Et vous atterrissiez et on volait à travers le départ. Donc tout le monde atterrissait avec le pied à l'extérieur. Et on volait dans le virage. On n'atterrissait pas avec tout notre poids sur les fesses, parce que ça aurait fait mal. L'inconvénient du saut, vous descendez de 20-30 pieds en l'air, et vous atterrissez tout droit sur vos fesses. Ça fait mal, quand on atterrit comme ça. Même si on a l'impression d'être assis, nous absorbons tout l'impact avec notre jambe extérieure. On s'assouplit donc dans le siège. La même chose s'applique lorsque vous heurtez des bosses, et à l'entrée d'un virage, vous vous déplacez rapidement vers l'avant, mais vous prenez cette absorption avec votre jambe, et vous ne vous contentez pas d'enfoncer vos fesses. C'est Daniel qui fait mes 4 sets ici. Nous sommes uniquement debout. Vous pouvez vous asseoir pour le tour.
mais les deux pieds restent sur la cheville. La dynamique est donc légèrement différente de celle de la position debout. La troisième série est un exercice à une main. La quatrième série est une série normale. La normale, c'est le pied intérieur. En haut est à l'intérieur, comme vous le feriez normalement, debout jusqu'à la dernière seconde du virage, à 6, comme un virage normal. Ce sont donc 4 séries que je travaille tout le temps, que ce soit pour rouler sur la piste. Je travaille une section, faire un 8, la piste en cercle. Il fait maintenant l'exercice à une main. Le but de l'exercice à une main est juste, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il va corriger beaucoup de mauvaises habitudes. Tout d'abord, le choix de la vitesse est très important, parce que vous n'avez pas accès à l'embrayage. Il faut saisir la moto et la faire fonctionner avec les jambes, et non avec le haut du corps. Et non avec le haut du corps. Gardez-le d'une seule main tout au long du trajet. Donc, utilisez votre noyau pour où? Tout à l'heure, vous l'avez vu plonger comme ça. Vous devez rester serré, pour ne pas faire de grosses erreurs d'un côté à l'autre. Et si vous faites une erreur, vous pouvez rester serré et rester centré sur la moto. Les problèmes commencent à se produire lorsque notre tête est en train de... Elle s'incline et plonge d'un côté à l'autre. Il a donc une main de plus. Il appuie tôt sur l'accélérateur, en douceur. Je fais ça dans cet ordre spécifique pour une raison. Vous commencez par un exercice debout, parce que c'est une bonne position, pour commencer la journée, et pour commencer à travailler une certaine section. Cela vous met debout, en position d'attaque. C'est un peu plus facile de naviguer dans le virage. Vous vous sentez donc à l'aise. Ensuite, on s'assoit, les pieds sur les chevilles. C'est une dynamique différente. En effet, lorsque vous vous asseyez, vous devez vous pencher avec la moto. Il faut donc laisser les deux pieds sur les repose-pieds, tout en obtenant l'angle d'inclinaison. Il ne faut pas compter sur le pied intérieur pour amorcer le virage. Ensuite, nous passons à une seule main, juste pour se débarrasser un peu de ces mauvaises habitudes. Puis nous revenons à la normale. C'était donc une belle passe propre. Une fois que vous aurez fait ces 3 exercices, la passe normale vous semblera assez facile. Vous devriez avoir un peu plus confiance en vous. Il ne reste plus qu'à attaquer le virage avec un peu d'agressivité, mais en essayant vraiment de le faire proprement. Cela veut dire le pied intérieur, bien haut et serré. Les orteils pointent vers l'intérieur. Si vous faites un dab, ramenez-le immédiatement à la cheville du pied. Le pied extérieur doit être éloigné du frein arrière, ou loin du levier de vitesse, et sur le repose-pied, bien serré sur la plante des pieds. Coude intérieur levé. Restez au centre du vélo. Essayez de rester aussi propre que possible. Et ensuite, on peut ajouter de l'agressivité à ça. Je n'avais pas réalisé que tu étais bon. Tu frappes trop lentement. Pour ce dont tu es capable. Je peux dire que vous arrivez vraiment très détendu. La vitesse que tu as dans le virage. Je ne veux pas que tu pousses la limite. Au point de faire une tonne d'erreurs. Tu devrais commencer à repousser ta zone de confort. Juste un peu. J'ai l'impression que tu es en train de rouler ici. Oui, tout à fait. Je suis parfois coupable de cela aussi. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Et vous êtes sûr de ne pas faire d'erreurs. Commencez à essayer d'élargir votre zone de confort. Juste un peu. Je pense que c'est ce qui va être déterminant pour vous maintenant. Vous avez suffisamment travaillé avec moi sur la technique. Nous allons toujours travailler sur la technique, quel que soit ton niveau. Il faut juste que tu prennes confiance en toi et y mettre de l'agressivité. Tu es exactement comme moi. En vous regardant faire le tour de la piste, c'est comme... Ouais, t'as l'air bien. Mais est-ce qu'il essaie vraiment? Ou est-ce qu'il est juste en train de faire son petit bonhomme de chemin? Je pense que c'est un bon problème à avoir. Mais nous devons vous amener à repousser votre zone de confort. Juste un peu. Inversé. Remise à zéro. Commencez à vous tenir debout. Vous allez bien ou vous avez besoin d'une petite pause? Prenez le temps là où il est facile de rattraper le temps perdu. Lorsque vous descendez la ligne d'atterrissage et la ligne d'arrivée. Descendez-la avec autorité. Appuyez sur l'accélérateur à fond. Quand vous descendez l'arrière de ces sauts. Lorsque vous descendez les longues lignes droites. Surtout quand on est sur un super mini. On parle d'une, 2, 3 secondes par ligne droite. Vous pouvez rattraper ce retard. C'est une tonne de temps. Alors que pour nous, on parle d'une 2 secondes peut-être par tour. Si on a de la chance. D'habitude, on se bat pour des dixièmes sur toute la piste. Sans parler d'une seule section. C'est vrai. Tout ce que vous avez à faire, c'est... Oh, je vais juste rester sur l'accélérateur un peu plus longtemps ici. Ce n'est pas comme si tu devais plonger dans un virage et pousser ce mètre supplémentaire pour essayer d'obtenir ce 10e supplémentaire. Vous avez tellement de temps à rattraper parce que vous êtes juste en train de vous détendre sur toute la piste. C'est vrai. Il suffit de rattraper ce temps. Là où c'est facile, tu devrais être capable de descendre de ces 2,49 sous les 2 quarantenaires et être dans les 2,30 dès le départ. Je pense qu'on va en faire un petit jeu, ce que nous allons faire. Vous devez battre le temps de chaque tour précédent. Donc, si vous sortez maintenant et que vous obtenez un 2,47, c'est parfait, vous êtes dans les clous.
Mais la prochaine fois que vous sortez, vous devez battre ce 2,47. Et si vous n'y arrivez pas, on vous donnera des pompes, on te fera faire 30 pompes à chaque fois. On s'assurera qu'il y a une consigne claire avant de faire ces sprints. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est d'inverser, revenir à la direction normale. Je veux juste que vous fassiez ce virage normalement, mais avec une intensité réelle. La seule chose que je vous demanderai, c'est de faire la boucle. Vous pouvez tomber directement dans le sommet stable. Je veux que vous fassiez un atterrissage en force. Et ce que vous allez finir par faire, c'est de trouver une de ces bosses de freinage sur laquelle vous allez poser vos yeux pour t'en servir comme repère. Ok, je peux rester sur l'accélérateur jusqu'à cette bosse de freinage. Faites-le une ou deux fois, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Ok, maintenant, je vais aller jusqu'à la bosse de freinage après ça. Comme je vous le dis toujours, de choisir ces marqueurs et ces repères sur la piste, là où vos points de freinage devraient être, vos points d'assise. Tout cela, créez un objectif. Choisissez la bosse de freinage qui vous semble réaliste, pour relâcher l'accélérateur, ou de freiner là où c'est nécessaire, et essayez d'aller un peu plus loin. Avant de relâcher l'accélérateur et de freiner, faites 2 ou 3 passages comme ça. Prenez confiance. Faites preuve d'un peu d'agressivité. Ensuite, nous passerons directement au sprint. Chaque leçon privée avec chaque pilote est un peu différente. Pour un cavalier comme Daniel. Nous faisons ces leçons depuis assez longtemps maintenant. Pour que je ne pars pas de zéro. Sur le plan technique, nous ne faisons que nettoyer. Et on peaufine les petites choses sur le plan technique. C'est encore plus vrai pour lui. Il s'agit juste de renforcer sa confiance. Et le niveau d'agressivité, juste un peu. Ce qui devient le plus évident. Quand Daniel commence à pousser un peu, c'est que l'on voit que la piste vient à lui, un peu plus vite, pour ce avec quoi il est à l'aise, parce que ses rétrogradages et ses changements de vitesse en général se dérèglent. Il faut être très très précis, surtout plus vous allez vite, avec vos changements de vitesse, parce que vous avez moins de temps pour le faire. C'est 100 pieds, quand vous allez à 10 ou 20 miles à l'heure plus vite. Le temps est beaucoup plus court. Il faut donc s'assurer que les changements de vitesse sont corrects, cohérents à chaque tour, pour pouvoir répéter. Bon sang, j'ai raté le dernier sur la caméra, et c'était de loin sa meilleure. Il a attaqué fort, il s'est forcé à freiner, et devinez quoi? Il est arrivé à cette ligne que j'ai dessinée. Et il a pu se ralentir suffisamment pour qu'il ne soit pas en mode panique. Comment se sentent-ils? Les 2 premiers, je suis comme. Toujours un peu comme ça. Et puis, il s'est passé quelque chose. Je n'ai rien dit. J'étais toujours là. Je faisais mon truc en filmant. Et les 3 ou 4 derniers coups que vous avez donnés, tu frappais vraiment fort. Tu as vu la ligne que j'ai tracée quand tu étais là-bas? Non. Tu ne l'as pas vue tout le temps? Par coïncidence, dès que j'ai tracé cette ligne, c'est à ce moment-là que tu as commencé à forcer les choses et que vous arriviez en force. Tout ce que vous faisiez, c'était de profiter de ce temps. En chargeant. En vous forçant à freiner. C'était le plus important. Les 3 ou 4 premières fois, je me suis dit, oui, il appuie un peu sur l'accélérateur. Mais vous alliez toujours assez lentement pour pouvoir entrer dans le virage en roue libre et prendre le virage à cette vitesse. Tout ce que ça me dit, c'est que vous ne tirez pas profit de votre vitesse en ligne droite. Les 2 derniers, si vous n'aviez pas freiné, vous n'auriez pas pu prendre le virage. Vous auriez dépassé le virage. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que vous avez fait. Je pensais que vous aviez vu la ligne. Mais je suppose que non. Donc c'est bien. Ça veut dire que tu sais comment faire ça correctement. Quand vous êtes arrivé à cette ligne, votre freinage était complet. Tu as été suffisamment ralenti pour que tu puisses t'asseoir. Ce n'est pas comme quand tu as commencé à charger ça et à charger la ligne droite et que vous arriviez probablement 6, 7, 8 miles à l'heure plus vite. Tout au long de la journée. Rien n'a changé dans le virage lui-même. Vous étiez toujours capable de prendre ce virage. 10 fois sur 10, avec une grande régularité. C'est la clé. Et c'est ce que vous voyez chez tant d'enfants de votre âge. Et de tant de novices et d'amateurs. Et même des experts et des professionnels. C'est que lorsqu'ils essaient d'aller plus vite ici, le virage part en vrille. Parce qu'ils dépassent leur zone de freinage. Et là où leur zone de freinage devrait être terminée. Il faut toujours se souvenir de cette ligne imaginaire. Au début du virage. Peu importe la vitesse et l'intensité avec lesquelles nous essayons de charger et de surpasser les autres ici. Nous devons aller assez lentement ici pour que nous puissions commencer notre virage, sans à-coups, avec calme et sérénité. Pas seulement en tirant sur l'embrayage. On glisse et on fait comme si. Tu sais qu'on va y arriver. C'était génial. Si on pouvait juste prendre cette mentalité ici et la mettre dans chaque virage. Mec,
tu serais en or. Oh, ouais. Et l'atterrissage de ça, jusqu'à cette ligne imaginaire est 250 pieds. Probablement, je ne sais pas, c'est une supposition. Dans ces 250 pieds, depuis le moment où nous avons fait cet exercice, les 6, 7 ou 8 fois, on a fait ça. Vous avez gagné 1 seconde et demie, 2 secondes. Facilement. Vous n'avez pas transpiré. Vous n'avez pas raté le virage. Parce que vous étiez ralenti par le virage de toute façon. Il s'agit simplement de gagner du temps dans un endroit facile à atteindre. Maintenant, nous prenons cela. Et nous pouvons l'appliquer à d'autres parties de la piste. Vous allez dévorer ces 2h49. Vous allez être surpris, je pense. Sachez que je disais ceci à la caméra. Plus vous allez vite. Plus on va vite, plus il faut être précis dans les changements de vitesse. Parce que vous allez plus vite. Vous allez dépasser vos repères de changement de vitesse. Si vous n'êtes pas au point avec ça. Pas mal, c'est du solide. Quelle est la sensation? Qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as chargé fort et tu as reçu un coup de pied. Même si tu es allé sur le côté, c'était quand même plus rapide. Qu'est-ce que tu crois? 2,37. Oui, c'est ça. Réfléchissez-y. C'est quoi? 7 tours plus tard, la GoPro est morte, au fait. Je ne filme pas avec mon téléphone. Nous sommes donc passés de 2,39 à 2,49. 2,49 à quoi? 2,37. 12 secondes de temps direct. C'était du temps perdu. Et tu as profité de la charge dans ces petits endroits. Je veux dire, mec. Superbe. Dans les virages, je ne t'ai pas vu faire de grosses erreurs. Tu étais bien dans les virages, comme ça, mais je pouvais entendre la différence de régime. Tout de suite. Alors qu'avant, tu étais comme... Je me suis dit, allez, rétrograde, fais quelque chose. Cette fois-là, tu mettais ta plume dans l'embrayage là où il le fallait. La moto était en pleine puissance. Bon travail.